Merci de participer au forum international organisé par la Coordination française du lobby européen des femmes et notamment de participer à cet atelier de Pékin au forum Génération Égalité. Quelle position féministe pour la transition écologique? Merci également aux intervenantes, à la Fondation Raja, à la Ligue démocratique des droits des femmes, à Yveline Nicolas d'Adéquation. Voilà, nous allons donc commencer. Je souhaitais vous rappeler que le réchauffement climatique, d'après les scénarios très possibles, le, le réchauffement climatique pouvait augmenter de 4 degrés jusqu'en 2100. Et vous comprenez bien, on le sent déjà autour de nous, qu'il va y avoir des conséquences désastreuses, aussi bien des inondations, des pluies diluviennes, de la sécheresse. Et tout cela a des conséquences dramatiques pour toute la population, mais en particulier des conséquences dramatiques sur les femmes. Les femmes sont les êtres les plus pauvres de la planète, 70% d'entre elles, des pauvres, parmi les pauvres. Et face à ces réchauffements climatiques, elles résistent, elles font des propositions, des initiatives. Elles en prennent et elles ont lancé vraiment un mouvement pour que l'écologie devienne féministe, en quelque sorte. Alors, au cours des dernières années, aussi bien l'association Rupture, le Forum Femmes Méditerranée, Adéquation et de nombreuses associations féministes ont agi pour articuler le lien entre lutte pour le climat, contre le réchauffement climatique, avec l'enjeu transversal des droits humains et le respect de la justice sociale. Avec le collectif 13 droits des femmes et la Marche mondiale, le Forum Femmes Méditerranée a d'ailleurs participé à l'organisation du Forum alternatif mondial de l'eau en mars 2012. Et au cours de ce forum, nous avons donné la parole à des Brésiliennes, des Africaines, des Marseillaises, pour qu'elles présentent leurs initiatives permettant que l'eau soit reconnue comme un bien public, accessible et gratuit pour tous et toutes. L'eau est une source de vie, pas de profit. Pas d'eau, pas d'émancipation. Les féministes d'attaque et la commission genre d'attaque ont rappelé que 90% des femmes et des 90% du temps des femmes et des filles est passé à effectuer des tâches domestiques, temps où les hommes et les garçons peuvent développer leur potentiel en participant à des activités sociales, économiques et politiques. C'est également désastreux parce que sur le trajet pour aller chercher de l'eau, il y a parfois des violences, des viols. Bitou Ibrahima Dat, qui intervient en milieu rural, a insisté sur la nécessité de collectiviser. Une organisation collective des femmes et des filles leur permet de lutter mieux contre les violences et permet de rendre la terre accessible. Elles permettent également de sensibiliser les femmes, en particulier, à toutes les questions liées à la protection de l'environnement et à l'assainissement. Au Congo, c'est grâce à l'art traditionnel, notamment la des femmes de Makwasha, qu'elles ont maintenant accès à l'eau. Toujours en Afrique, pour pallier aux difficultés de l'accès à l'eau, un atout majeur pour la population urbaine, c'est le soutien des partenaires, des associations humanitaires, de ceux et celles qui œuvrent pour un développement durable. En Palestine, le partage de l'eau avec le collectif Fatih Kumba, elles aident les femmes à porter plainte lorsque l'État israélien coupe l'eau de façon arbitraire. Au Brésil, c'était la présidente de la Marche mondiale des femmes qui était donc présente à Marseille et elles ont présenté leur projet 1000, 1000 points d'eau avec 1000 citernes. Et elles ont montré comment elles avaient construit ces citernes dans une région aride du Brésil. Et les femmes ont été impliquées dans toutes les phases de construction, aussi bien la construction que la gestion de la ressource. À Marseille, une ville où la précarité est très importante, des familles monoparentales n'arrivent pas à payer leurs factures d'eau et donc se voient subir des coupures d'eau. Et nous avons constaté également que beaucoup de femmes SDF et de femmes qui vivaient dans la rue avaient évidemment des problèmes d'accès à l'eau et aux toilettes. En Ouganda, toujours, les femmes ont pris plus de responsabilités politiques et cela leur a permis
d'être présente dans la commission de gestion de l'eau, dans la prise de décision sur l'implantation des installations hydrauliques. Voilà brièvement sur ce thème des femmes et l'eau, qui est un thème qui illustre, c'est pas le seul, qui illustre le combat et la résistance des femmes, comme c'est bien expliqué dans le diaporama. Donc voilà, je vais résumer. Je vais donner la parole à sa coordinatrice, à l'équation, Yves Nicolas, mais je voulais vous rappeler les plus compétentes, les plus actives sur ce thème. Elle a largement, cette association a largement contribué à la prise en compte du genre dans toutes les politiques publiques et dans la transition écologique. Elle a contribué à l'élaboration des recommandations spécifiques pour la France lorsque Paris a accueilli la COP 21 en 2015. N'oublions pas qu'Adéquation croise les enjeux d'égalité femmes-hommes, de solidarité internationale, territoriale et écologique. Donc, formatrice et créatrice d'outils pédagogiques, Nicolas. Bonjour à toutes et tous. Bon, je ne me représente pas ni Adéquation puisque ça vient d'être fait. Et comme on a peu de temps, je vais resituer le thème de cet atelier dans une perspective historique, alors qui sera nécessairement très raccourcie, pour montrer, puisque là on est dans la phase anniversaire Pékin plus 25 et à l'approche du forum Génération Égalité de fin juin qui va fêter cet anniversaire dans la conférence internationale des femmes. Je vais montrer très rapidement en fait comment des femmes et féministes ont toujours été à l'intersection des combats à la fois des droits pour les droits des femmes, pour les droits humains et pour l'écologie, ce qui n'est pas quelque chose de récent, mais cette histoire est souvent assez méconnue. Et pour commencer, je vais vous passer une minute d'une personne qui, à l'époque de 1992, le sommet de la Terre avait fait sensation. Alors, vous me direz si ça fonctionne. Et si vous entendez, vous faites un signe si jamais il y a un problème de son. I'm Severin Suzuki, speaking for Environmental Children's Organization. We're a group of 12 and 13-year-olds trying to make a difference. Vanessa Suddy, Morgan Geisler, Michelle Quigg, and me. We've raised all the money to come here ourselves, to come 5,000 miles to tell you adults you must change your ways. Coming up here today, I have no hidden agenda. I am fighting for my future. Losing my future is not like losing an election or a few points on the stock market. I am here to speak for all generations to come. I am here to speak on behalf of the starving children around the world whose cries go unheard. I am here to speak for the countless animals dying across this planet because they have nowhere left to go. Voilà, donc il s'agit d'un témoignage de Severn Suzuki de 12 ans qui représentait la jeunesse au sommet de la Terre en 92. Ça vous rappelle peut-être quelqu'un de l'époque actuelle, on y reviendra tout à l'heure. Les mobilisations féministes internationales depuis finalement des années avant le sommet de la Terre ont amené à l'intégration du genre et de l'égalité femmes-hommes dans le programme d'action du sommet de la Terre et finalement comme ont acté le principe l'égalité femmes-hommes comme un principe de développement durable. Grâce à la publication par les femmes et les féministes juste avant le sommet d'un texte historique important qui est l'agenda des femmes pour le XXIe siècle,
qui présentait une vision déjà très large de la notion d'environnement ou d'écologie, notamment en y intégrant la question des droits, le droit à la santé et aussi la question de la paix et du désarmement, qui est une question qui est moins prise en compte actuellement. Et je vais vous repartager l'écran avec hop, PowerPoint. Vous voyez le PowerPoint, là, c'est bon? OK. Juste quelques images rapides pour montrer que cette tradition, cet intérêt des femmes et ces combats, qui ne sont pas simplement des combats de plaidoyer ou des discours, mais qui sont des luttes concrètes de terrain, à partir du savoir accumulé des femmes en lien avec leur environnement. Vous avez un mouvement fondateur indien qui s'appelle Chipko, qui étaient les femmes indiennes qui se sont battues des années pour empêcher la destruction d'une forêt. Avec Chipko, ça veut dire embrasser. C'est l'idée de se mettre autour de l'arbre ou de la nature pour empêcher, en gros, concrètement, les bulldozers. Ce qui a été repris par les femmes en Grande-Bretagne au début des années 80 pour lutter contre l'implantation de missiles nucléaires et pour les personnes peut-être qui ont connu ça, dont moi, enfin c'est pas moi sur la photo, je vous rassure, c'est Plogoff. C'est-à-dire là aussi, il y a d'ailleurs maintenant des travaux historiques hein, sur genre, Plogoff, femmes. Elles ne se disaient pas féministes, mais il n'empêche qu'elles ont tenu tête jusqu'à l'abandon du projet de centrale nucléaire qui était au bord d'une falaise et un projet qui n'avait aucun sens. Voilà. Donc, toutes ces années-là ont mené finalement, jamais les femmes n'ont abandonné ce lien en fait et ce combat. Et ceci nous mène, et grâce à ces combats-là et cette mobilisation, figure l'égalité femmes-hommes dans les textes officiels qui doivent se traduire ensuite en politique. Bon, je vais maintenant très vite, puisque vous savez, bon, on a parlé du sommet de la Terre, de la conférence de Pékin, dont un des objectifs est femmes et environnement. Pour faire court, à chaque fois, ça se matérialise comment? Par la revendication de la participation paritaire des femmes aux politiques qui les concernent, politiques environnementales, de santé, de développement au sens large, et aussi la prise en compte d'une analyse de genre quand on élabore des politiques, quels sont les impacts sur les femmes. C'est ça qui figure dans l'objectif femmes et développement de la conférence de Pékin. Et ensuite, ça nous a amené, comme vous savez, à cette époque charnière de 2015, les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies, avec l'obtention de cet objectif 5 sur l'égalité femmes-hommes, mais aussi le fait que l'égalité femmes-hommes figure comme un axe transversal de l'ensemble de ces politiques, de ces objectifs de développement durable. Cette même année 2015, la COP 21, l'accord de Paris sur le climat, avec une victoire qui est aussi l'intégration de l'égalité et des droits humains dans le préambule de l'accord de Paris. Bon, ce qui est quelque chose de théorique et de non contraignant, mais néanmoins, grâce au combat qui s'est aussi concrétisé par des plans genre et climat de la Convention climat, que je ne détaillerai pas ici, bien entendu, mais on est familières toutes maintenant de ces images dans le monde entier sur la notion de justice climatique, féministe et justice climatique. Et au bout du compte, le Forum Génération Égalité a pris comme une de ses coalitions d'action ce même axe-là de féminisme et justice climatique, ce qui est quand même une notion qui vient des organisations de la société civile.
donc de par le monde. Là, c'était la COP, vous reconnaîtrez la COP 22 peut-être au Maroc. Voilà. Et J'avais rappelé dans la fin de mon intervention que l'accès à l'eau en quantité nécessaire à la vie et à la dignité est un droit humain fondamental. L'eau n'est pas une marchandise. C'est ainsi qu'avec la Fondation des femmes de l'Euroméditerranée, nous avons préparé les MEDCOP de Marseille, de Tanger et participé à la COP 22 de Marrakech. Nous avons organisé des caravanes de porteuses d'eau. Nous avons affirmé ainsi que l'eau est une source de vie, pas de profit. Et nous avons organisé ces caravanes justement avec la Ligue démocratique des droits des femmes, dont Zora Mesguedi est la présidente sur Marrakech. Et donc, je vais lui donner la parole parce qu'elle préside également l'instance égalité au niveau du conseil régional de la région Marrakech-Safi, et elle est membre de la commission régionale des droits de l'homme de cette même région. Elle va présenter une des initiatives de la Fédération de la Ligue des droits des femmes dans la région de Marrakech. Zora, tu as la parole. Zora Sadik, à toi. Oui, bonjour, rebonjour Esther. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier les organisatrices de cet événement, et notamment le Forum Femmes Méditerranée, Adéquation et la CLEF, et de m'avoir permis d'échanger avec vous et de partager une expérience que nous avons menée au niveau de la région Marrakech-Safi. J'aimerais juste faire un petit rappel par rapport à l'association que je représente. C'est la Fédération des Ligues des droits des femmes, qui est une association féministe qui a œuvré depuis plusieurs années au niveau de la promotion et la défense des droits des femmes via 3 volets essentiels. Il y a le volet travail de proximité qui encadre justement parmi les activités que Esther a cité, l'organisation de caravanes, la prise en charge des femmes victimes de violences. Il y a aussi l'éducation avec les jeunes, un travail sur l'éducation à l'égalité et la citoyenneté, les cours d'alphabétisation. L'autre volet, c'est l'élaboration d'enquêtes et de tables rondes, et notamment sur le sujet du débat sur l'aspect écologique et la justice climatique. Le dernier volet qui est aussi important, parce qu'on va voir par la suite que ce volet aussi est si vous voulez, le moyen que nous avons utilisé pour mettre la lumière sur l'impact des changements climatiques sur la situation des femmes et surtout des filles au niveau de la région Marrakech-Safi. Donc, nous avons effectivement mené plusieurs actions de plaidoyer par rapport à la participation politique, sur les droits économiques et sociaux des femmes. Il y a aussi tout ce qui est violence faite aux femmes. Et bien sûr, avant de parler de cette expérience, j'aimerais juste, et avant de partager avec vous aussi quelques statistiques, j'aimerais quand même soulever un point qui me paraît intéressant sur le contexte national. Bien évidemment, le Maroc a enregistré pas mal d'avancées par rapport aux droits des femmes et surtout par rapport à l'adoption. Pourquoi je cite la Constitution de 2011? Parce qu'effectivement, elle garantit l'égalité des droits et des libertés à caractère civil, économique et social, culturel, civil, mais aussi environnemental. Donc, pour nous, c'est un aspect sur lequel on s'appuie pour mener nos actions de plaidoyer et de revendication. Il y a aussi la ratification du Maroc de plusieurs conventions internationales, et notamment la convention, la CEDAW et le protocole facultatif. Il y a aussi l'engagement du Maroc pour atteindre les objectifs des ODD 2030. Donc, tout ça, c'est des engagements qui doivent, bien sûr, c'est le Maroc qui s'engage politiquement au respect des droits des femmes et à mettre en place des politiques publiques pour améliorer la situation des droits humains des femmes. Nous avons aussi l'adoption de la loi 103/13 sur les violences faites aux femmes, même s'il ne correspond pas à nos attentes concernant la loi 4, comme c'est le cas en Espagne et la France, mais néanmoins, elle a le mérite d'exister, qui nécessite un travail de révision. Donc, avant de partager avec vous l'expérience, j'aimerais vous donner quelques
statistiques qui sont révélateurs de la situation des femmes au niveau de Marrakech-Safi. Les femmes, elles représentent 50% de la population. 80% des femmes sont inactives contre 20% pour les hommes. 87% non scolarisés, sans emploi, contre 13%. 74% des femmes scolarisées sans emploi contre 26%. L'entrepreneuriat féminin ne représente que 7% contre 93% pour les hommes. La région Marrakech-Safi enregistre le taux le plus élevé concernant le mariage des mineurs. Donc, certes, les inégalités entre les hommes et les femmes persistent et doivent bien sûr interpeller ces statistiques et doivent interpeller les décideurs au niveau régional. Et bien sûr, cette situation nous a poussé à mettre en place 2 projets avec le soutien de la Fondation des femmes de l'Euro-Méditerranée. Le premier consiste à mettre en place le pôle des acteurs de l'égalité, qui comprend plusieurs acteurs qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, et notamment le Conseil de la région. Il y a la Commission régionale des droits de l'homme, région Marrakech-Safi. Il y a les médias, il y a l'université Qadiriyya dans le domaine de la recherche par rapport au genre et les changements climatiques, toutes les questions de l'égalité. Il y a la société civile, il y a les médias. Donc, le choix, il n'est pas fait au hasard. On a un objectif derrière parce que notre projet, c'était de mener des actions de plaidoyer par rapport à des situations bien précises des inégalités entre les hommes et les femmes. Le deuxième projet, c'est notre projet terrain, toujours soutenu par la Fondation des femmes de l'Euro-Méditerranée, c'est le projet terrain qui est le mariage des mineurs. Et là, on a organisé pas mal d'activités. Il y a une étude qui a été faite au niveau de la région et justement qui reflète et qui ressort ces aspects-là et les causes du mariage des mineurs. Je vais revenir à un aspect qui est important, qui a un rapport avec le débat d'aujourd'hui. Il y a un spot publicitaire justement médiatisé via les réseaux sociaux et les journaux électroniques. Nous avons aussi élaboré un petit documentaire sur la souffrance des filles qui doivent aller chercher l'eau et qui passent des heures et des heures pour chercher l'eau. C'est qu'on a intitulé le chemin de l'eau. L'organisation de caravanes aussi. Alors, tous ces données-là nous ont permis de faire le constat et le constat qui bien sûr, après ces caravanes, nous avons constaté l'impact des changements climatiques sur la population et surtout sur les femmes à cause de la sécheresse dans différents villages. On a constaté que les jeunes hommes, ils quittent le village pour aller chercher du travail dans les grandes villes, et ça c'est l'exode rural, et les filles qui passent des heures pour aller chercher l'eau et les tâches ménagères qui deviennent de plus en plus difficiles, n'ont plus le choix que d'arrêter leurs études et bien sûr, elles s'exposent à se marier très jeunes, je dirais des mineurs, c'est un mariage de mineurs. Donc, toutes ces actions nous ont permis de mettre l'accent sur justement l'aspect et l'importance de mettre en lumière l'impact négatif des changements climatiques sur la situation, surtout de ces jeunes filles. Et c'est pour cela que nous avons pris le volet plaidoyer vis-à-vis des décideurs au niveau régional et on a travaillé de manière active sur l'élaboration qui a été menée soit par les communes, mais aussi par le conseil de la région au niveau de l'élaboration des PAC, c'est le programme d'action communale, et les PDR, c'est le programme de développement régional. C'est là où on a insisté pour la prise en considération de l'approche genre
et le budget sensible, le genre qui est aussi important, parce que sans budget, on peut mettre toutes les politiques positives publiques, mais si on n'a pas les moyens pour réaliser ces politiques, donc on va rien faire, on va pas mener le changement auquel on aspire. Il y a aussi cet aspect-là de la justice climatique. Donc, notre plaidoyer, notre action, bien sûr, c'est centré sur le plaidoyer d'une part vis-à-vis des politiques, vis-à-vis des parlementaires de la région, parce qu'on est consciente on est consciente que le changement, ça va venir avec les lois. Donc, ça se décide au niveau du Parlement. Donc, il y a un travail qui a été fait vis-à-vis des parlementaires, mais un autre travail de plaidoyer par rapport aux politiques publiques. Donc, après toutes ces activités, on a fait appel à nous, on a fait appel à l'association pour présider justement cette instance de l'égalité et genre au niveau du conseil régional, qui est certes consultative, mais néanmoins, on a la possibilité de réagir, on a la possibilité de donner des avis, on a la possibilité de suivre les politiques publiques par rapport à la question du genre, à la question des politiques mises en place par le conseil de la région. Zora, Zora, c'est Oui, fini. C'est fini. je termine par deux points, Très bien. si tu permets. Oui. Donc, pour moi, pour résumer, il y a plusieurs actions qui sont menées dans les différents pays respectifs. Moi, je dirais que si on a tout à gagner déjà à soutenir ce qui existe déjà, à un transfert, à travailler, à faire un transfert du savoir-faire concernant cette approche de la justice climatique, parce qu'on en a besoin, et élaborer des rapports parallèles. Et je finirai par on a tout à gagner en restant solidaire et à travailler, à consolider ces exercices et à mener des actions de plaidoyer des deux rives. Il ne faut pas se contenter chacun dans son coin, mais essayer de trouver un point de départ qui regroupe un petit peu toutes les difficultés qu'on peut avoir pour faire avancer les droits humains des femmes et pour une justice sociale et pour plus de liberté pour les femmes dans le monde entier. Et merci. Merci beaucoup, Zora. Je te remercie d'avoir fait le lien entre le réchauffement climatique et la remise en cause des droits des femmes que vous avez acquis chèrement après des combats contre le code de la Moudawana, et tu l'as très bien et clairement exprimé. Je vais maintenant donner la parole à Charlotte Vaquero, qui est diplômée de sciences politiques à Lille, en relations internationales. Elle a un parcours professionnel exemplaire que je ne vais pas vous résumer. Mais 2018, elle travaille actuellement à la fondation Raja, Daniel Marcovici, en tant que chef de projet. Et en fait, dans cette fondation, elle défend la cause des femmes auprès du public, des institutions, des partenaires. Charlotte, tu as la parole. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette introduction. Je vais commencer par partager mon écran, comme ça vous aurez en même temps les slides de ma présentation. Donc, j'en ai pour une seconde. Hop. Et voilà. Donc, effectivement, tu l'as mentionné, la Fondation Raja Daniel Marcovici est une fondation qui a été créée en 2006 par Daniel Capel Marcovici, qui est présidente directrice générale du groupe Raja, leader européen de la distribution d'emballage pour les entreprises. Et donc, la Fondation a 3 missions principales. Donc, tout d'abord, soutenir des projets associatifs en faveur de l'émancipation des femmes en France et dans le monde, donc dans 4 domaines d'intervention. On a tout d'abord la défense des droits des femmes et la lutte contre les violences, l'éducation et l'action sociale, la formation et l'insertion professionnelle, et enfin le renforcement du rôle des femmes dans la protection de l'environnement. Et je vous donnerai notamment 2 exemples très concrets de projets qu'on soutient un petit peu plus tard. La deuxième mission de la Fondation, c'est d'appuyer les actions de la société civile, donc pour, encore une fois, défendre les droits des femmes et lutter contre les discriminations. C'est notamment dans ce cadre-là que la Fondation est partenaire de la Clé pour ce premier Forum international des droits des femmes. Merci à la Clé pour ce bel événement.
Et enfin, la troisième mission de la Fondation est d'impliquer les 3000 collaboratrices et collaborateurs du groupe Raja donc dans les actions de la Fondation. Donc, comme je vous l'ai dit, le renforcement du rôle des femmes dans la protection de l'environnement, c'est vraiment une thématique centrale de la Fondation et du groupe Raja, donc qui est notamment mobilisée depuis 2015, donc dans un contexte de COP21, en créant le programme de produits partage Femmes et Environnement. Donc, c'est une campagne semestrielle en fait, de produits partage. Pour chaque achat réalisé par un client parmi une sélection de produits éco-responsables, Raja, ou l'une des filiales participantes au programme, reverse 1 euro à la Fondation. Et nous, équipe de la Fondation, reversons donc cette enveloppe à des associations qui mènent des projets pour renforcer le rôle des femmes dans la protection de l'environnement. Donc, très concrètement, voici un exemple d'association qui est soutenue dans le cadre de ce programme. C'est l'association Rejouer. Donc, c'est une association créée en 2010 et qui est un chantier d'insertion basé à Vitry-sur-Seine. C'est le seul chantier d'insertion de revalorisation de jouets d'occasion en Île-de-France. Donc, ce que fait l'association, c'est ça, c'est collecter des jouets, les nettoyer, les remettre beaux et propres pour ensuite les revendre à des prix solidaires. Donc, à noter également que l'association Rejouer accueille en grande majorité des femmes éloignées de l'emploi qui bénéficient d'un accompagnement individuel pour résoudre leurs problèmes sociaux et reconstruire leur parcours professionnel. En quelques chiffres, donc Rejouer, c'est plus de 96 tonnes de jouets qui ont été collectés en 2020 et donc qui ont pu bénéficier d'une deuxième vie et être revendus à des prix solidaires. L'engagement de la Fondation pour l'environnement se traduit également par des études. Donc là, vous voyez la couverture des 2 études réalisées par la Fondation. La première en 2015, toujours dans un contexte de COP21. Cette première étude mettait en avant le fait que, ça vous l'avez dit, les femmes sont les premières victimes des changements climatiques, mais elles sont également porteuses de solutions innovantes. En 2018, on a refait une étude en fait, sur le constat qu'on recevait de plus en plus de projets liés à l'agroécologie, donc des projets portés par et pour les femmes. Donc voilà, ces 2 études en fait sont des remontées de terrain, d'actions qui sont mises en place par les associations qu'on soutient. Je vous invite à aller les télécharger sur le site internet de la Fondation. Vous trouverez également des synthèses. Donc, comme indiqué précédemment, la Fondation soutient des actions de la société civile et on agit également donc, pour mettre en œuvre des actions spécifiques pour le grand public. Et c'est notamment dans ce cadre-là qu'on organise tous les 2 ans les Fondations Raja Women's Awards, qui sont des cérémonies de remise des prix, lors desquelles en fait, on récompense des projets exemplaires menés par des associations soutenues par la Fondation. Donc, on a différents prix et notamment dans des prix qui valorisent donc, les axes que je vous ai cités tout à l'heure. Mais en 2020, pour la 5e édition des Fondations Raja Women's Awards, on a vraiment voulu axer cette cérémonie donc, sur le rôle des femmes dans la protection de l'environnement. Donc, on a remis des prix, 4 grands prix, notamment dans 4 thématiques qui sont produire de l'énergie propre, nourrir durablement les villes, protéger les ressources naturelles et enfin, encourager l'entrepreneuriat vert. Et justement, je voulais vous montrer la vidéo de présentation de l'association qui a gagné le prix Encourager l'entrepreneuriat vert. Il s'agit de l'association du Paris des Roses qui mène un projet en Île-de-France. Donc, je vais vous montrer la vidéo de présentation. Du pain et des roses, c'est une association qui propose à des femmes éloignées de l'emploi des formations au métier de fleuriste. Donc, nos formations ont lieu en Île-de-France. L'association existe depuis 2017. C'est un projet qui mêle à la fois un impact environnemental fort, puisqu'on n'utilise que des fleurs locales et de saison, et qui permet à des femmes très éloignées de l'emploi de retrouver des perspectives dans un métier en tension. Et l'objectif pour nous, c'est de permettre
aux femmes qui participent au projet de se réinsérer, de retrouver un emploi et une stabilité pour gagner en autonomie. Les femmes qu'on accompagne, c'est des femmes réfugiées ou françaises, des femmes qui ont une expérience compliquée dans leur parcours. Le projet est en fait une réplique d'un projet qui existe en Angleterre depuis 7 ans. Donc moi j'étais bénévole dans le projet anglais et c'est ça qui m'a donné envie d'exporter le projet et de l'appliquer à la France. On est au collectif de la fleur française pour pousser les habitudes à changer dans le secteur et aussi au niveau des consommateurs pour que les gens s'habituent à s'interroger sur l'origine des fleurs qu'ils achètent. Pour la suite, moi je suis très confiante. Je pense que on va réussir à accompagner de plus en plus de femmes, que les femmes qu'on accompagne ont vraiment les capacités de reprendre les choses en main et retrouver un emploi stable. Et en plus, à travers cet emploi, de porter le message de la fleur française et de faire changer les mentalités sur l'importance d'acheter des fleurs françaises. Super, voilà, c'est vrai que c'est mieux quand Marie Réverchon, la fondatrice de l'association, l'explique. Donc, comme vous avez pu le voir, c'est un projet vraiment qui vise à favoriser donc, la création d'activités génératrices de revenus ayant un impact positif. Et c'est globalement les projets voilà, qu'on soutient à la fondation. Je ne vais pas avoir le temps de vous présenter les 6 associations lauréates de ces Women's Awards, mais je vous invite à aller sur le site, sur la chaîne YouTube de la fondation et vous pourrez retrouver donc les porteurs de projets comme ça en vidéo qui vous présenteront les projets soutenus. Donc voilà, je vais juste conclure en disant que la Fondation Raja Daniel Marcovici est vraiment très fière de pouvoir valoriser ce type de projets qui sont très concrets et qui ont un réel impact à la fois pour valoriser le rôle des femmes dans la protection de l'environnement, mais également pour inciter d'autres fondations ou d'autres bailleurs de fonds à investir dans ce type de projet. Voilà. Merci beaucoup Charlotte, c'est effectivement très innovant et le lien entre protection de l'environnement, justice climatique et insertion professionnelle des femmes est très clair dans le projet des Pains et des Roses que tu nous as présenté. Pour les personnes qui n'ont pas pu entendre mon intervention au départ parce que c'était un petit peu haché, de toute façon sur le site de la clé pour ce forum international, de même que sur le site du Forum Femmes Méditerranée, vous trouverez les interventions concernant le Forum alternatif mondial de l'eau et toutes les interventions que les unes et les autres n'ont pas pu présenter jusqu'à la fin pour qu'on continue à enrichir le débat. Donc, comme l'a dit Zora Sadik de Marrakech, il y a 2 choses qui sont très importantes concernant les positions féministes par rapport à la transition écologique. C'est que seul, on n'est pas efficace et qu'il faut créer des réseaux internationaux de femmes non seulement en Méditerranée, mais également en Afrique et dans le monde. Et pour cela, lors de la COP22, lors de la préparation à Tanger, lors du MEDCOP 22 pour préparer la COP 22 de Marrakech, les femmes de Méditerranée et les femmes africaines ont adopté une déclaration à l'initiative de la Fondation des femmes de l'Euroméditerranée que je vais vous présenter brièvement. Alors moi-même, pendant que sur l'écran apparaît la déclaration, je suis directrice territoriale à la ville de Marseille, diplômée en littérature, en économie et en droit. Et j'ai fondé et je préside le Forum international, le Forum des femmes de la Méditerranée. Je suis secrétaire générale de la Fondation et déléguée générale du réseau français de la Fondation Annalint, qui recoupe 42 pays et 4200 associations. Et comme le fait Charlotte au sein de la Fondation Raja, moi je défends la cause des femmes dans la Fondation Annalint parce que ce n'est pas toujours facile. Sandrine, si tu veux bien présenter le... Il n'y a rien à l'écran. Il est déjà à l'écran? Il n'y a rien à l'écran. Alors Astrid, tu as la déclaration, tu peux la présenter parce que je vois qu'il y a un souci. Déclaration des femmes méditerranéennes sur le genre et le climat. Je vais voir qu'est-ce qui se passe. J'arrive. Voilà, très bien. Alors,
Nous avons respecté les délais. Je vais aller très vite. Comme l'a dit Evelyne, l'accord sur le climat dans le cadre des COP intègre très peu l'approche genre. Et on peut aller plus vite en rappelant que les femmes des pays en développement sont en première ligne de défense et souvent elles sont plus lourdement affectées que les hommes par le changement climatique et ce qui a des conséquences très importantes. On peut passer. Il y a une baisse des opportunités économiques, l'aggravation des inégalités, une vulnérabilité accrue des femmes du Sud et en particulier des migrantes climatiques internes et subsahariennes, une augmentation de la violence domestique, une augmentation des risques sanitaires et de la mortalité, et une non-autonomisation en matière d'accès à l'éducation, aux ressources économiques et sociales. Diapositive suivante. Diapositive suivante, on va pas pouvoir tout dire, ce PowerPoint sera en entier sur le site de la clé. Donc nous déplorons que les femmes soient sous-représentées dans les négociations climat, comme l'a rappelé Evelyne Nicolas. Leur participation dans la décision politique sur le climat et l'adaptation à ces mesures est très faible. Nous avons demandé dans la déclaration adoptée à Tanger que les États s'engagent pour la réduction des conflits et des guerres, car cela accélère les inégalités de genre et les dérèglements climatiques. Nous proposons pour la mise en œuvre concrète du plan d'action climat que la question des financements et du changement d'échelle, l'appropriation et la diffusion des technologies sûres et durables, l'instauration d'espaces de concertation et de décision au niveau local comme au niveau national soient pris en compte. Les mécanismes de financement, de suivi et d'évaluation doivent être accessibles au niveau local, en ciblant proactivement les femmes afin de réduire les inégalités. Les technologies pour la transition climatique doivent tenir compte des besoins des femmes, qui doivent pouvoir accéder aux emplois créés. L'approche participative doit être la base des programmes d'adaptation, afin d'assurer un développement durable et inclusif. D'autre part, les actions climat doivent articuler davantage atténuation et adaptation, car la question sociale est indissociable des questions techniques. Diapositive suivante. Nous, femmes méditerranéennes, présidentes, vice-présidentes, conseillères et militantes pour l'égalité des genres, des ONG nationales et internationales, déclarons avoir initié la création du réseau Femmes face aux défis des changements climatiques en Méditerranée, pour les femmes méditerranéennes, auxquelles se sont joints les femmes africaines, par la constitution d'une commission préparatoire regroupant toutes les femmes, les hommes et les organisations présentes à la MEDCOP 2016 qui souhaitent y adhérer. Nous avons pris l'engagement de procéder à la mise en place des instances de ce réseau, conformément au règlement interne de ce réseau. Avoir pris l'engagement d'inviter la présidente de ce réseau mondial des parlementaires francophones et les membres du bureau lors de l'organisation du séminaire d'annonce officielle de cette création. Avoir pris l'engagement de soutenir la reconduction du programme de travail de Lima sur le genre lors de la COP 22 à Marrakech. Diapositive suivante. Alors voilà, malheureusement, comme le disait très bien Evelyne Nicolas, il faut des réseaux internationaux, mais il faut des fonds pour les associations, pour qu'elles puissent mener, en tant que société civile, des propositions, un regard d'évaluation et mener des activités en faveur des femmes de façon concertée. Ce réseau n'a pas obtenu une subvention de financement, ni du ministère européen des Affaires étrangères, ni d'autres fondations, et ce réseau a dû arrêter son fonctionnement, ses réflexions en 2016. Voilà, donc nous allons donner la parole maintenant à Martine Lévy, qui va synthétiser les questions et présenter la recommandation que les organisatrices de l'atelier proposent pour le Forum international. Martine Lévy est docteure de l'Institut d'études politiques de Paris. Elle est la déléguée de Paris du Forum Femmes Méditerranée. Bon, je ne vais pas présenter toute... Non, ce n'est pas la peine. Voilà, elle a un parcours professionnel et associatif brillant. Martine, voilà, tu as la parole et il te reste du temps. Parce qu'on a répondu aux questions par le chat. Il n'y en a pas eu beaucoup concernant le climat, donc tu as un petit peu de temps. Tu as 5 minutes. J'ai 5 minutes, ok. Alors, ça laisse la parole après à Evelyne Nicolas ou aux autres intervenantes si jamais elles veulent rajouter quelque chose. Il nous reste 12 minutes. À toi, Martine. Il me semble que ces échanges ont souligné par des exemples concrets les combats des femmes de ce début du XXIe siècle qui prolongent et renforcent en fait
ce que les anciennes générations ont essayé d'engager pour l'égalité. Mais en même temps, cette marche, en fait, elle n'est pas à l'abri des effets en retour. Et ce qui est très clair, c'est les menaces et les tensions qui sont liées aux défis environnementaux. Et de ce fait, dans l'atelier, ce qui a été beaucoup souligné, c'est le lien indissociable entre les questions sociales d'inégalité entre les différentes catégories de population et entre les hommes et les femmes, et les questions environnementales, et combien les femmes sont d'abord subissent les conséquences, mais en même temps sont celles qui essaient de se mobiliser et de lancer un certain nombre d'initiatives qui doivent permettre de trouver des solutions et qu'elles-mêmes, elles les mettent en place. Et par rapport à ça, il semble que finalement, il y a un message très positif, c'est-à-dire une volonté de faire société pour toutes les femmes et les hommes, qui, même si c'est menacé, en fait, les initiatives collectives se multiplient. Et je dirais que par rapport à cela, Esther, qui a présenté la déclaration de Marrakech, en fait, et le climat pour les réseaux féministes méditerranéens, pour la MEDCOP 22, les mobilisations un peu partout sur l'ensemble de la Terre, sur les questions de l'eau, mais aussi Zora Sadiq, qui dans son fief marocain a illustré combien par un projet local qui mobilise l'ensemble des acteurs, qui est un des points forts en fait, c'est-à-dire qu'il faut mobiliser tous les acteurs localement, ceux qui n'ont pas l'habitude, je dirais, de penser aux questions d'égalité femmes-hommes, pour éviter que finalement les femmes continuent à subir plus que les hommes les conséquences du changement climatique, et qu'au contraire, elles puissent engager un processus où elles puissent avancer vers l'autonomisation et en même temps contribuer à des solutions concrètes sur le terrain. Et ça, c'est un autre point qui a été souligné, c'est combien l'action sur les différents territoires, que ce soit des territoires urbains ou des territoires ruraux, est très importante, et que c'est au plan local qu'il faut en fait mobiliser en partenariat l'ensemble des acteurs pour trouver des solutions adaptées et permettre aux femmes d'accéder à l'autonomisation. Et que c'est notamment économique, et c'est que par cette autonomisation qu'on peut arriver à mettre en œuvre les réglementations qui ont pu évoluer, comme nous l'a montré Zora Sadiq, c'est-à-dire plus de droits égaux pour les femmes, et en même temps éviter les reculs, parce ce qu'elle a souligné sur les filles mineures est quelque chose de très important. Yveline Nicolas a bien cadré les enjeux, mais aussi l'extraordinaire tissage de liens, de connaissances et de combats au niveau européen et international, qui sont des acquis, et notamment des acquis par la jeunesse, avec en fait un objectif de mise en partage des connaissances, des outils et de nos projets collectifs. Je dirais pour moi, ce qui a été dit, c'est comme si en fait l'atelier montrait l'importance d'avoir une vigie constructive au service des mobilisations de nos réseaux et organisations. Et en fait, une autre dimension, je crois que je ne l'ai pas évoqué, c'est le rôle des jeunes. C'est-à-dire que finalement, les jeunes femmes d'aujourd'hui comme de demain, celles qui aujourd'hui pourraient se rêver un futur dans les étoiles, elles doivent d'abord s'occuper de ce que l'on appelait traditionnellement la terre-mère ou la mère-terre, c'est-à-dire le soin qu'il faut apporter non seulement aux populations, mais aussi en fait à tous les êtres vivants. Et donc je crois que c'est important. Donc par rapport à ça, pour moi, par rapport aux ambitions que j'ai trouvées, j'en ai trouvé 3. C'est en fait l'importance de l'action collective solidaire, de tisser des liens qui permettent d'inventer une culture commune du vivre ensemble.
c'est l'exigence d'articuler les mobilisations sur les territoires, je l'ai dit, mais c'est aussi le partage du savoir et de la valorisation des expériences, initiatives et réussites. Et je dirais ça, c'est ce que nous a aussi très fortement souligné Yveline, dont j'aimerais à titre personnel indiquer quel rôle elle joue dans l'ensemble des réseaux féministes pour nous informer, nous former et nous mettre en relation pour ces enjeux et ces défis climatiques. Et je dirais que c'est dans cette perspective où il faut continuer à nous mobiliser et passer le relais sur le terrain et avec les jeunes générations, mais probablement aussi avec de plus en plus des hommes, soit des hommes en responsabilité, soit des hommes qui, au fond, ont la possibilité de devenir des complices. C'est dans cette perspective que la revendication de l'atelier, si vous voulez, je peux la formuler. Elle se dit ainsi: il s'agit d'intégrer les organisations de la société civile féministe dans toutes les instances d'élaboration des politiques pour la transition écologique. Nous en avions eu plusieurs exemples. Cela signifie, comme cela a été demandé, financer des associations, des études, des projets pour renforcer la prise en compte du genre, à savoir les disparités respectives de situation des femmes et des hommes dans toutes les questions environnementales et climatiques. On a beaucoup parlé pendant toutes ces décennies du droit des femmes et de l'égalité femmes-hommes, mais nous savons maintenant, et vous l'avez les unes et les autres formidablement illustré, qu'en fait, sans prise en compte et sans intégration de nos luttes, de nos combats féministes dans les questions environnementales et climatiques, on n'arrivera pas aux objectifs que nous nous sommes fixés. Donc, je voudrais remercier les unes et les autres de votre participation. Ça a été très éclairant. J'ai probablement été un peu rapide dans ce que j'en ai tiré, mais je merci et je vous laisse compléter le cas échéant. Alors, merci beaucoup Martine, parce que tu as été très synthétique et en même temps, tu as développé, tu as bien présenté les enjeux et les défis actuels pour une position féministe dans la transition écologique. Je trouve lamentable que des adultes s'inclinent aujourd'hui devant une enfant. Of course, it's sad that people spend their time doing something that doesn't make any good. You just have to ignore them because they are just desperately trying to remove the focus from the climate crisis to make it become something about me as an individual. I mean, when they do that, that means they don't have any arguments left. So that is also a good sign. And also that they feel threatened by us, that they see we are making a difference, and that is a proof that we are actually making a difference. Merci voilà. Pour cette vidéo. Tu veux rajouter un mot avant que je donne un dernier mot de conclusion? Non, je voulais juste souligner que je trouve ce propos-là de Greta Thunberg intéressant parce que d'une part, vous avez remarqué sans doute qu'elle est en proie au sexisme. Caméra, Evelyne. Comment? Est-ce que ce tri est inévitable dans la situation dans laquelle on se trouve? Oui, attends. Il existe alors. Bon. Désolée. Oui, je voulais attirer l'attention sur le fait que les défenseuses des droits environnementaux sont souvent doublement discriminées dans la mesure où elles sont en proie au sexisme et on voit à quel point ça dérange à la fois que ce soit de jeunes femmes ou de jeunes filles qui sont de par le monde des publics les plus discriminés finalement, mais aussi les plus puissants dans leur mode d'expression et dans leur capacité à s'imposer. Voilà. Donc pour moi, c'est une note positive pour finir. Merci. Et pour la dernière minute de conclusion, en complément de tout ce qu'a dit Martine,
Évidemment qu'à travers Greta, il y a des milliers, des centaines de milliers de femmes qui agissent sur le terrain concrètement dans leur structure avec leurs fondations ou les associations qui les soutiennent pour articuler les enjeux de la transition climatique avec le respect des droits humains et de la justice climatique, justement, pour ne pas séparer. Certains agissent pour l'environnement, mais méprisent les droits humains et en particulier les droits des femmes. Et nous, en tant qu'association membre de la coordination française du lobby européen des femmes, en tant que Fondation des femmes et en tant qu'association qui avons participé à l'élaboration et à la tenue et l'organisation de cet atelier, nous pensons sincèrement qu'il faut lier la transition écologique, les droits humains et la justice climatique pour réellement instaurer une justice sociale, une autonomisation économique des femmes. Voilà, nous arrivons au terme de notre atelier. 1 heure s'est passée assez rapidement. Merci à nos amies féministes marocaines. Merci à Yveline qui a reçu beaucoup des compliments et je m'associe à Martine pour lui transmettre parce que on se sert beaucoup des outils qu'elle crée et qui nous servent dans les interventions auprès des lycéens. Merci à Charlotte parce que grâce à toi, j'ai vraiment découvert avec ma plus grande honte, le travail de la Fondation Raja et je vais bien me pencher sur tout ce qui a été dit. Merci aux 66 participants de cet atelier, très nombreux et très... Alors, nous avons répondu par le chat à toutes les questions et ce que nous allons faire, c'est transmettre à la clé tout ce qui existe comme contribution de nos associations respectives sur ce débat. Merci, messieurs et mesdames. Merci les intervenants. Merci la clé et à sa présidente, Jocelyne Adrian-Bedboul.